Alors, je commence à la toute fin du monumental traité d'éducation rousseauiste, l'avant-dernier paragraphe de l'œuvre, débordant, je cite des expressions de Rousseau, d'embrassades, de larmes de joie, d'ardents soupirs, tout signe d'une félicité profonde, faisant communier la micro-société formée autour d'Émile par le gouverneur, sa femme Sophie et les respectables parents de celle-ci, laisse à penser que va se produire dans le dernier paragraphe ce qui devrait logiquement résulter de l'annonce faite dans l'antépénultième paragraphe. Dans celui-ci, en effet, le gouverneur déclare qu'il en a terminé avec son devoir, consistant à guider Émile jusqu'à ce qu'il atteigne le stade de l'humanité accomplie, et, partant, abdique l'autorité que son élève lui avait confiée, laissant de la sorte le jeune homme devenir son propre gouverneur. Coup de théâtre, cependant, bien loin d'assister à de déchirances d'adieu entre Émile et son ancien maître, nous assistons à une curieuse scène qui n'a peut-être pas réjoui tant que cela celui qui estimait, quelques mois auparavant, avoir mis fin à ses fonctions, après s'être entièrement consacré, 25 années durant, à faire de cet être faible, stupide, c'est-à-dire dépourvu de jugement, et seul, sans assistance, qu'était Émile à sa naissance, un homme sociable, vertueux et libre, à même donc de devenir son propre gouverneur. Certes, le jeune homme annonce pour commencer deux bonnes nouvelles à celui qu'il considère comme son vrai père. Rappelons en effet qu'Émile est orphelin par hypothèse dans le traité. La première de ces bonnes nouvelles est celle de sa paternité prochaine. La seconde est celle de la ferme résolution qui est la sienne de remplir de lui-même, je cite le texte, le si saint et si doux devoir d'élever son fils. Il n'y avait pas d'échographie à l'époque, mais apparemment il est convaincu qu'il aura un fils. En tout cas, l'ancien gouverneur, à ce stade du texte, du début du texte, du dernier paragraphe de l'œuvre, l'ancien gouverneur d'Émile peut se féliciter à ce moment d'avoir mené à bien sa longue tâche, tant Émile a de lui-même décidé d'aller contre les usages de l'époque, consistant dans les milieux aisés, pour les pères à abandonner l'éducation de leur fils à un précepteur, sous réserve toutefois que l'enfant ait survécu à son placement chez une nourrice, du fait de la dépravation des mères, devenues rétives à prodiguer elles-mêmes les soins dus aux nourrissons, pratique que l'on sait méthodiquement fustigée par Rousseau au début de l'ouvrage. En revanche, et c'est ici précisément que peuvent naître quelques doutes quant à la réussite de son éducation, Émile fait au gouverneur une prière qui semble reconduire celui-ci, bien malgré lui peut-être, dans ses fonctions, quand il lui demande, je cite, les formules sont importantes, de rester le maître des jeunes maîtres, ou bien encore quand il lui adresse cette autre requête, conseillez-nous, gouvernez-nous, nous serons dociles, tant que je vivrai, j'aurai besoin de vous, ou enfin cette dernière citation, pire encore peut-être, guidez-moi pour vous imiter et reposez-vous. Toutes ces déclarations semblent avoir de quoi lourdement désillusionner un maître, sans doute enchanté de prime abord par les deux bonnes nouvelles annoncées en début de paragraphe, car enfin le gouverneur n'a eu de cesse, pour préparer de loin le règne de sa liberté, de prévenir tout ce qui pourrait nuire à l'autonomie future de l'homme de la nature, qu'il s'agisse des habitudes, des préceptes autoritaires, et précisément d'une tendance qu'il décrit comme étant certes naturelle, naturelle étant à prendre ici en un sens factuel ou statistique plutôt que normatif, donc une tendance qu'il décrit comme étant certes naturelle, mais ô combien nuisible, selon lui, qu'ont les enfants à imiter précisément certains membres de leur entourage. Et Rousseau écrit au livre 2, le fondement de l'imitation parmi nous venant du désir de se transporter hors de soi, fin de citation, on comprend que celle-ci ne saurait que compromettre la réussite d'une éducation visant à la liberté, puisque Rousseau l'affirme et le répète en plusieurs occasions, je le cite, « L'homme sage sait rester à sa place,
Fin de citation, c'est-à-dire que l'homme sage sait être lui-même et le rester en toutes circonstances, en se laissant guider par le sentiment qu'il a de lui-même et en étant le seul juge de ce que doivent être ses rapports avec les autres, sans s'aliéner à qui que ce soit, pas même à celui qui paraîtrait plus sage que tous les autres, fût-ce le gouverneur lui-même aux yeux de l'enfant. C'est ce que montre, par exemple, le vœu que forme Rousseau au sujet de l'exercice de la charité, qui est un devoir d'homme achevé, et qu'il espère de ce fait ne pas voir imité par Émile tant qu'il est enfant, tant donc qu'il ne s'est pas élevé au stade de la moralité, ou alors en cachette, ce qui serait tout de même de mauvais augure pour la réussite de l'éducation, même si Rousseau dit, je le cite, que ce serait une fraude de son âge et la seule qui lui pardonnerait. Fin de citation. Malgré tout, on peut se demander si l'éducation à la liberté n'est pas déjà sérieusement compromise dès lors que l'enfant éprouve le désir d'imiter qui que ce soit. Mais, à supposer bien sûr, et c'est ce que nous aurons à examiner ici, que les déclarations d'Émile sur lesquelles se referme le traité indiquent que l'éducation de l'homme de la nature a finalement échoué, n'est-ce pas à la méthode du gouverneur, ou plus précisément sans doute à ces innombrables paradoxes plutôt qu'au mauvais sort, qu'il faudrait imputer l'échec possible d'une éducation à l'humanité libre et raisonnable qui aurait dû faire tenir de tout autre propos à Émile, lequel n'arrive pas, semble-t-il, à s'autonomiser à l'égard d'un maître dont il dit avoir encore besoin tant qu'il vivra et qu'il voudrait imiter. Que penser d'ailleurs du caractère étonnamment saugrenu, pour ne pas dire sot, de certaines de ces requêtes, dont on peut se demander comment elles ont pu venir à l'esprit d'un homme que son maître est censé avoir rendu raisonnable et perspicace. On peut se demander en effet ce qui doit le plus nous inquiéter, de l'extravagance chronologique. Comment le gouverneur pourrait-il en effet avoir la possibilité, sauf accident, de conseiller ou de guider son élève tant que ce dernier vivra, alors que les deux individus ont au minimum 25 ou 30 ans de différence? Que dire aussi de l'incohérence de la dernière phrase du traité? Je la rappelle, « Guidez-moi pour vous imiter et reposez-vous ». N'est-ce pas plutôt l'un ou l'autre, étant donné l'immense complexité de l'art de former des hommes, dont atteste soit l'épaisseur du traité rousseauiste, soit parce qu'il ne l'a pas lu mais les a vécus, les 25 années qu'a nécessité l'éducation d'Émile? Serait-ce alors être trop sévère que de juger, sur le témoignage des propos d'Émile qui clôture le traité, que le maître a davantage abruti qu'émancipé son disciple, au sens que Jacques Rancière, dont on a parlé hier, donne à cette dichotomie au début de son ouvrage « Le maître ignorant ». Je cite un passage du premier chapitre. « Il y a abrutissement là où une intelligence est subordonnée à une autre intelligence. L'homme, et l'enfant en particulier, peut avoir besoin d'un maître quand sa volonté n'est pas assez forte pour le mettre et le tenir sur la voie. Mais cette suggestion est purement de volonté à volonté. Elle devient abrutissante quand elle lie une intelligence à une autre intelligence. On appellera émancipation l'acte d'une intelligence qui n'obéit qu'à elle-même, lors même que la volonté obéit à une autre volonté. » Fin de citation. Quel genre de maître fut donc le gouverneur d'Émile? Pourquoi ce dernier ne semble-t-il pas capable de devenir un autre maître plutôt qu'un maître voué à rester indéfiniment sous la tutelle de celui qui aurait dû réellement l'émanciper? Est-ce bien ainsi que les choses se présentent toutefois? Alors, il est un fait qu'on a beaucoup reproché au gouverneur ses machinations, ses nombreuses duperies, son omniprésence confinant à l'oppression. Je reprends là des termes de Jean Château, par exemple, dans Rousseau et sa philosophie de l'éducation. Toute chose ou toute conduite pouvant en effet passer pour des moyens liberticides et de ce fait impropres à produire la fin censément visée. On a aussi reproché à Rousseau ou à son gouverneur ces apparentes contradictions dans plusieurs passages. Et notamment dans celui qui précède de quelques lignes, celui qui est consacré à la question de la charité,
Rousseau exhorte les maîtres à être exemplaires et irréprochables en toutes circonstances. Or, les exemples n'ont-ils pas vocation à être imités? Pourquoi alors prôner l'exemplarité si, dans le même temps, on fait de l'imitation un poison pour l'éducation? L'imitation perpétuant indéfiniment la dissymétrie entre le maître et l'élève, on aurait là une clé pour comprendre comment, dans Émile, Sophie ou les solitaires, la suite inachevée de l'Émile, le départ du gouverneur met fin à la période de bonheur et voit s'accumuler les catastrophes, certaines étant naturelles, la mort d'un enfant, et d'autres tenant à des erreurs de jugement de la part d'Émile plus encore que de Sophie. Et ces catastrophes font tout perdre à Émile, son couple, ses enfants, son bonheur, sa place dans la société. Le premier mouvement de la lettre première d'Émile et Sophie, qui raconte cette descente d'Émile aux enfers, pourrait être lu comme la résultante de l'éducation abrutissante d'Émile et de son inextricable suggestion au gouverneur. Celui-ci incarnerait ainsi ce que le maître a de moins sympathique et surtout de moins philanthrope, au sens où le maître peut d'abord être celui qui domine ce dont il a la possession. Et ici, le gouverneur aurait en sa possession la vie même d'Émile, en un sens sinon biologique, en tout cas spirituel. Et nous revient alors en mémoire ce que Vauvenargues, cet esprit décidément incisif, dit de l'amour paternel dans la seconde partie de son introduction à la connaissance de l'esprit humain. Je le cite: « L'amour paternel ne diffère pas de l'amour propre. Un enfant ne subsiste que par ses parents, dépend d'eux, vient d'eux, leur doit tout. Ils n'ont rien qui leur soit si propre. Aussi un père ne sépare point l'idée d'un fils de la sienne, à moins que le fils n'affaiblisse cette idée de propriété par quelque contradiction. Mais plus un père s'irrite de cette contradiction, plus il s'afflige, plus il prouve ce que je dis. » Fin de citation. Et de là, par effet de retour, poursuit Vauvenargues, l'ingratitude des enfants qui, eux, souffrent d'une humiliante dissymétrie dans la relation au père. Mais je passe vite, toutefois, sur ce point bien connu et souvent traité par les commentateurs de Rousseau, un peu trop prompt, selon moi, à voir dans le gouverneur une sorte de docteur Frankenstein avant l'heure. À quelles conditions, en effet, le gouverneur peut-il duper, manipuler, opprimer Émile et lui imposer, en plus de sa volonté, ce qu'il faut ou faudrait penser? Dans la fable du corbeau et du renard, qui voit ce dernier séduire le volatile pour l'asservir à ses fins, les deux protagonistes sont des alter ego, soit deux individus à peu près égaux de par leur maturité intellectuelle et affective, à une différence de degré plus ou moins grand près, il est vrai, puisque par excès d'amour-propre et ou du fait d'un jugement précipité, le corbeau tombe dans le piège pourtant grossier de la flatterie. Or, on le sait, la relation entre le gouverneur et l'enfant est radicalement différente. Le problème n'est pas que l'enfant serait simplement un être incomplet ou immature, pour la compréhension duquel le maître aurait, en faisant fond de ses souvenirs et d'un peu de bon sens, à repuerescere, selon le terme d'Erasme. Alors, je vais citer la phrase traduite par Jean-Claude Margolin aux éditions Robert Laffont. C'est une phrase qui est extraite du texte d'Erasme qui s'intitule « Il faut donner très tôt aux enfants une éducation libérale ». Et pour bien comprendre le sens du repuescere, je cite cette phrase: « Et puisque d'après le proverbe ancien, le semblable aime le semblable, il faut que d'une certaine manière, le précepteur redevienne enfant, sens de repuerescere, pour être aimé de l'enfant. » Le problème, disais-je, que détermine et que pose Rousseau est bien différent de celui que j'ai esquissé à l'instant et qui n'est pas celui qu'il examine. Le problème bien différent, et à vrai dire fondamentalement dirimant pour celui qui voudrait, soit s'il est bienveillant, repuerescere, soit s'il ne l'est pas, manipuler l'enfant, et que l'enfant est totalement autre que nous, adultes, et à tel point
pour Rousseau qu'il en devient mystérieux. Je rappelle cette expression bien connue, cette phrase bien connue de Rousseau qu'on trouve au livre 2. « L'enfance a des manières de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres. » Fin de citation. On voit mal, dans ces conditions, comment le gouverneur pourrait effectivement imposer ses vues à l'enfant et le faire agir à sa guise, alors même que pour l'enfant comme pour l'adulte, et c'est là, au commencement au moins, leur seul point commun peut-être, le sujet n'agit que s'il est mu par l'amour de soi, cette passion fondamentale dont Rousseau fait le principe de toutes nos autres passions et qui exige, pour être motrice, que le sujet se sente intéressé, au sens propre, à agir. Émile ne fait rien de ce qu'il n'estime pas être bon pour lui. Et cette estimation se fait en fonction des moyens d'abord rudimentaires qu'il a de se représenter à lui-même ce qu'il est et ce qui lui convient. Moyens dont, selon Rousseau, nous ignorons à peu près tout plusieurs années durant, jusqu'à ce que ces moyens se développent, se diversifient et se complètent. Nous y reviendrons. L'étrangeté de l'enfant explique d'ailleurs qu'il y ait si peu de dialogue dans les premiers livres de l'Émile. La fonction de ceux que nous trouvons au livre 2, par exemple, exception faite de l'épisode qui fait se confronter l'enfant au jardinier Robert, étant précisément de montrer l'inanité d'un dialogue entre deux êtres qui ne peuvent pas, communiquer entre eux, car il faudrait pour cela qu'ils voient, pensent et sentent de la même manière. On comprend alors que l'exemplarité exigée par Rousseau du gouverneur présente une ressemblance purement nominale avec celle que réclame par exemple Quintilien dans son Institution oratoire, au chapitre 2 du livre 2. Chez Rousseau, la nouveauté réside dans le fait que l'exemplarité du maître permet à ce dernier de fournir à Émile des repères et une direction à son activité débordante et d'ordonner celle-ci à la nécessité pour l'enfant de développer ses forces ou ses facultés pour répondre par lui-même à ses besoins. L'imitation ainsi conçue est un moyen nécessaire pour conduire, guider ou piloter cet illustre inconnu qu'est Émile, sans pour autant l'aliéner, comme le ferait l'imitation consistant à reproduire et surtout à intérioriser un modèle, et sans se fourvoyer non plus dans l'impasse dans laquelle Locke s'était engagé en voulant raisonner avec les enfants ou leur inculquer des habitudes conformes à la raison en attendant qu'ils en comprennent la justification. Alors pourquoi conduire et accompagner, ce sont deux termes que Rousseau utilise pour qualifier la fonction du gouverneur, pourquoi conduire et accompagner Émile en toutes circonstances, même les plus extrêmes? Je rappelle que Jean Château fulmine contre le gouverneur qu'il tient pour un goujat, c'est son terme, au motif que le gouverneur voudrait tout savoir de la nuit de noces d'Émile. Mais à lire le texte de plus près, le fait est plutôt que celui-ci, le gouverneur, s'inquiète, c'est le terme utilisé par Rousseau, de l'air dépité arboré par Émile le lendemain, en devine les causes, en discute avec son élève et donne d'ultimes conseils à celui qui va bientôt cesser d'être son disciple. Ici comme ailleurs, le gouverneur observe son élève et guette les signes extérieurs, soit d'un mûrissement de ses facultés au sujet desquels il n'a pas d'autre source d'information, soit de possibles difficultés de son élève pour pouvoir régler au mieux les rythmes et le contenu de l'éducation. Alors, il est rigoureusement nécessaire de conduire et de piloter Émile, du fait même que cet être neuf a vocation à trouver sa place dans une société qui lui préexiste, qui possède sa langue, ses lois, ses coutumes, son ordre établi, mais aussi ses préjugés et ses perversions dont le second discours a en grande partie donné la clé. Aboutissement d'une histoire contingente, abandonnée au hasard des circonstances et au développement anarchique des passions, la société telle qu'elle est ne convient pas à l'homme tel qu'il devrait être. Et dans le même temps, l'homme de la nature ne peut le devenir en étant totalement coupé de ses semblables, auxquels il est redevable du progrès connexe de ses lumières et de ses passions, et envers qui il a de la sorte contracté d'indéfectibles devoirs. Toutefois,
pour permettre à Émile d'être et de rester l'homme de la nature dans une société qui menace constamment de l'aliéner, il faut lui donner les moyens de cultiver ses facultés, d'exercer son jugement et de cultiver sa raison, tout en distillant, au moment opportun, les rudiments d'une culture commune. Voilà pourquoi le gouverneur se tient constamment à ses côtés, tout en laissant faire à Émile l'apprentissage en première personne de ce dont il aura besoin étant grand pour intégrer à moindre risque la société de ses semblables. Dans son intervention au colloque de Cerisy en 2012, intitulée « L'Émile et le partage du sensible », Alain Kerlan, prenant appui sur les analyses développées par Jacques Rancière dans divers ouvrages, a lumineusement montré comment la leçon de dessin, et plus nettement encore l'épisode impliquant le jardinier Robert au livre 2, permettent déjà au gouverneur, je cite un passage de l'intervention d'Alain Kerlan, d'effacer le visible commun dans lequel se tient d'abord l'élève et de faire apparaître l'invisible des découpages, des places et des parts réservées sous l'apparente continuité et indivision du commun. Fin de citation. L'exposition des dessins dans la chambre d'Émile, au livre 2, qui suit l'ordre des progrès qu'il a fait en apercevant ou en remarquant avec le gouverneur les défauts des dessins précédents, objectivise le fait qu'il a intégré une manière partagée, sociale et peut-être même politique de se représenter l'espace et ses objets, voire aussi, même si cela ne transparaît pas vraiment dans le passage consacré au dessin, la possibilité de représenter les choses de différentes manières et partant, pourquoi pas, d'organiser un jour les choses puis les rapports sociaux d'une autre manière. J'y reviendrai dans la conclusion. Un autre exemple permet de montrer que l'exemplarité du gouverneur, tel que Rousseau l'entend, donne à Émile des repères et une direction, sans lui donner pour autant de modèle à imiter, en même temps qu'il préserve, voire potentialise, la puissance d'innovation du disciple, et cet exemple est celui de l'apprentissage du langage. Jusqu'à un certain point, on le sait, Rousseau reprend les analyses de son ami l'abbé de Condillac. Celui-ci montre dans plusieurs de ses ouvrages, je le cite, qu'un enfant n'apprend que parce qu'il éprouve le besoin de s'instruire. Fin de citation. Et comme la nature agit en nous, sans nous, selon une expression de Malebranche que Condillac reprend et modifie à peine en considérant, on verra pourquoi dans un instant, je le cite, que la nature commence en nous, sans nous, puis s'arrête, fin de citation, il se trouve que nous sommes avertis de nos erreurs, écrit-il dans la logique ou les premiers développements de l'art de penser. Donc nous sommes avertis de nos erreurs, je le cite, lorsque les choses sur lesquelles nous nous trompons nous sont absolument nécessaires. Car dans la jouissance, la douleur vient à la suite d'un jugement faux, comme le plaisir vient à la suite d'un jugement vrai. Le plaisir et la douleur, voilà donc nos premiers maîtres. Ils nous éclairent, parce qu'ils nous avertissent si nous jugeons bien ou si nous jugeons mal, et c'est pourquoi, dans l'enfance, nous faisons sans secours des progrès qui paraissent aussi rapides qu'étonnants. Fin de citation. Rousseau ne dit pas autre chose à la fin du livre 1, quand il observe, je le cite, que les premiers développements de l'enfance se font presque tous à la fois. L'enfant apprend à parler, à manger et à marcher à peu près dans le même temps. Fin de citation. Apprentissage dont il faut bien comprendre qu'il est spontané parce qu'il est mu par le besoin et réglé par le plaisir et la douleur. Et Rousseau précisait quelques pages auparavant que toutes les sensations des jeunes enfants, des nourrissons et des jeunes enfants dont il est question dans le livre 1 sont affectives. Voilà pourquoi le philosophe, se gaussant de la peur qu'ils n'apprisent pas à parler d'eux-mêmes, n'a que ce conseil à donner au gouverneur pour laisser l'enfant faire ce qu'il fera très bien tout seul quand il éprouvera le besoin de signifier ses besoins au moyen des signes conventionnels de la langue, je le cite, « Parlez toujours correctement devant eux, faites qu'ils ne se plaisent avec personne autant qu'avec vous, et soyez sûrs qu'insensiblement, leur langage s'épurera sur le vôtre,
sans que vous les ayez jamais repris. » Fin de citation. Encore faut-il bien sûr pour cela que nous soyons moins négligents et plus attentifs, je le cite à nouveau, au véritable sens que les mots ont pour les enfants, faute de quoi, tout en paraissant nous entendre fort exactement, ils nous parleront sans nous entendre et sans que nous les entendions. Fin de citation. Quiproquo fâcheux, potentiellement lourd de conséquences, mais qui montre tout au moins qu'à cet âge, comme à celui de l'adolescence, je prends d'ailleurs une expression du livre 4, personne n'est moins imitateur qu'Émile, imitateur étant à prendre ici au sens simiesque du terme. Et preuve aussi que l'exemplarité du gouverneur vise à favoriser un apprentissage qu'Émile ne saurait faire que par lui-même. C'est à partir de là, une fois fait l'apprentissage des premiers signes du langage verbal, que les analyses de Condillac et de Rousseau divergent et que nos deux philosophes proposent deux solutions différentes à un problème sur les racines duquel nos deux compères tombent tout de même d'accord. Quand ce n'est plus le besoin, en effet, qui suscite la parole de l'enfant, le plaisir et la peine cessent de jouer leur rôle de maître. C'est pourquoi Condillac estime que la nature s'arrête et que l'art, c'est-à-dire l'instruction, doit immédiatement prendre le relais. Parce que l'enfant ne dispose plus de critères lui permettant de s'assurer de la rectitude de l'usage qu'il fait des signes qu'il acquiert par simple imprégnation sociale, s'exposant ainsi au risque d'accumuler non seulement les solécismes, mais plus grave encore, tous les préjugés que charrie une langue, a fortiori quand on se fait une habitude d'user de ces signes à mauvais escient, Condillac entend remédier au danger de l'aliénation du jugement de l'enfant en lui imposant, dès l'âge de 6 ans, des leçons pour apprendre à parler et à penser. On s'en doute, c'est là une solution impraticable selon Rousseau, pour toutes les raisons qu'on a déjà indiquées concernant tout à la fois la différence de l'enfant et l'analyse qu'il fait du moteur de nos actions. On n'a pas à apprendre à Émile à penser, c'est Émile seul qui peut faire cet apprentissage en se servant des facultés qu'il développe progressivement. Voilà pourquoi, en attendant la fin du livre 4, c'est-à-dire l'âge de 18 ou 20 ans, Rousseau ne prévoit aucune leçon de grammaire pour Émile et demande seulement à ce qu'on, je le cite, resserre le plus qu'il est possible le vocabulaire de l'enfant. C'est un très grand inconvénient qu'il ait plus de mots que d'idées, qu'il sache dire plus de choses qu'il n'en peut penser. De là tout un arsenal de mesures visant à tenir Émile à distance des conversations d'adultes sur le sens desquelles il se méprendrait à coup sûr, à ne pas le laisser pérorer non plus comme si ces mots d'enfant avaient le sens que nous, adultes, leur prêtons à tort pour nous émerveiller naïvement, ce que nous ne manquerons pas de faire par amour-propre, si ce que dit Vauvenargues au sujet de l'amour paternel ou parental est vrai, ou bien encore de ne parler que si on l'interroge, dans le but de ne pas l'habituer à babiller et partant à galvauder la valeur de la parole qu'Émile découvrira le moment venu. C'est à la fin de l'adolescence, quand il se sera élevé à la moralité et aura pris conscience de ses devoirs envers ses semblables, que le gouverneur repousse le temps de la lecture et des livres agréables qui serviront à intéresser Émile à l'éloquence, à la grammaire et à tout ce qui lui permettra de parler convenablement, mais surtout utilement, dans l'intérêt de ses semblables, auxquels Émile pourra venir en aide, à condition de savoir les persuader, à défaut souvent de les convaincre. Une fois encore, l'exemplarité du gouverneur bien comprise présente le double avantage d'acculturer Émile, tout en l'incitant à cultiver ses facultés et à exercer son jugement, de manière à ne rien perdre de sa précieuse fraîcheur. Pour conclure, le gouverneur n'est pas un mentor, et lui-même réfute cette désignation, faisant clairement allusion à l'ouvrage de Fénelon, Les aventures de Télémaque, parce que mentor, en vérité, c'est Athéna métamorphosée, et que le gouverneur n'a pas la prétention d'incarner la sagesse d'une déesse, et qui d'ailleurs pourrait se charger de l'éducation d'un enfant, si tel était le prérequis pour pouvoir mener à bien cette tâche. Non, le gouverneur est un mortel, rare peut-être, parce qu'il est conscient de l'étroitesse de sa marge de manœuvre,
en même temps que de l'immensité de sa tâche, qui consiste, on l'a dit, à préparer Émile à intégrer le monde commun, à en accepter l'ordre, même apparent, sans rien perdre de son jugement qu'il aura inlassablement exercé 25 années durant, et sans rien perdre non plus de sa fraîcheur, qui, sans lui faire perdre de vue la responsabilité qu'il a désormais dans le maintien de l'ordre commun, ne serait-ce qu'en s'y pliant, lui ménage néanmoins la possibilité d'apporter quelque innovation, ou pour mieux dire, quelque amélioration à cet ordre, surtout quand cet ordre est de plus en plus vacillant. Ne serait-ce pas là, d'ailleurs, la morale qu'on peut tirer de la lettre seconde d'Émile et Sophie, à l'issue de laquelle on peut se dire que le gouverneur n'a finalement pas complètement raté son ouvrage, c'est-à-dire l'éducation d'Émile. Au fond, ce qui fait du gouverneur un maître dans cette perspective, et pour tirer parti de l'étymologie du mot, Magis étant de la même famille que Magnus, selon le Gaffio, et Alain Rey confirme dans son dictionnaire culturel de la langue française, réside peut-être dans sa hauteur de vue et sa grandeur d'âme, grâce auquel il a toujours veillé à respecter la différence de l'enfant, à la préserver, sans chercher à la réduire pour assimiler complètement Émile à ses concitoyens, et ce, tout en guidant son disciple pour le préparer à vivre avec ses semblables et au besoin, et si possible même, à les aider. Je vous remercie.